Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Le Graal, groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, est un groupement d'intérêt scientifique fondé sur un contrat de 4 ans renouvelable associant plusieurs institutions ou entreprises, les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Reims-Champagne-Ardenne CRDT et Lille 2 Droit et Santé CERAPS, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Électricité de France, le Centre national de la fonction publique territoriale, la Mutuelle nationale territoriale et des autres institutions ou entreprises en fonction des projets. Le Graal, qui réunit une quarantaine de centres de recherche et institutions scientifiques nationales et internationales, a pour mission de promouvoir des recherches sur les collectivités locales, l'action publique territorialisée et des problèmes juridiques qui s'y rapportent. Il trouve sa raison d'être dans le réseau dense et diversifié des équipes de recherche ou associations scientifiques des diverses disciplines qu'il contribue à entretenir et à stabiliser. Ce réseau forme la base de l'Observatoire national de la décentralisation, mis en place par le Graal en 2004 en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, et qui continue son activité de manière indépendante. Le Graal est également au centre d'un réseau international associant des chercheurs de plus de 30 pays. Contact. Université Paris 1 9 rue Malheur 75 181 Paris CEDEX 04. Tel, 01 44 78 33 44. Mail graal@unif-paris1.fr. Site, http://graal.unif-paris1.fr. Nicolas Cada, directeur des publications du Graal. Maude Le Sueur, chargé des publications. Dernière parution. N. Fabry et J. Spindler dire, le tourisme un domaine de compétences partagées 2018. R. Allemand et N. Dantonel Corr dire, la contractualisation de l'action publique locale 2018. J.L. Pissalou dire, des contentieux de l'action publique locale 2017. Gisèle Pissalou et Areno dire, les 30 ans de la loi littorale, 2017. Guillaume Gourgue et Mathieu Hauser dire, austérité et rigueur dans les finances locales 2017. Remerciements. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'ensemble des auteurs pour l'honneur qu'ils m'ont fait d'accepter de se mettre au service d'un sujet donné, pour leur indispensable contribution scientifique à cet ouvrage et la confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder dans sa construction et la relecture attentive de leur travail. Je souhaite donc adresser mes plus vifs remerciements aux auteurs œuvrant au sein des institutions de l'Union européenne, pour s'être impliqués dans ce projet en dépit d'un agenda extrêmement chargé. Monsieur le député européen Younous Omarji, Monsieur Denis Salor, chef d'unité Relations avec les pays et territoires d'outre-mer, à la Commission européenne et son collaborateur Monsieur Pierre Roca, chargé de Relations internationales, ainsi que Monsieur Pierre Dirlewanger, rapporteur pour la coopération des régions ultrapériphériques françaises à la Commission européenne. De même, il m'est agréable de remercier les contributeurs universitaires cités ci-après par ordre alphabétique. MMES Véronique Bertil, Karine Galli, Lydia Lebon, Daniel Perrault, Isabelle Maria Freitas-Valente et Isabelle Vestry, ainsi que Didier Blanc, Pierre-Yves Chicot, Loïc Grard, Thomas Msaïdier, Citraka Minimini, Ismaël Omarji, Faneva Tsiadino Rakoton Brazo, Mehmet Tinch et Jacques Ziller, avec une mention particulière pour le préfacier, en la personne du professeur Loïc Grard, président de la CEDECE, Association d'études européennes. Mes remerciements les plus sincères s'adressent également aux institutions, qui par leur soutien financier ont permis l'édition de ce travail, ainsi qu'à leurs responsables. Le Centre de recherche juridique, CRJEA 14, de l'Université de La Réunion et la directrice de l'unité de recherche, Madame Cathy Pomar. L'Association Droit dans l'océan Indien, la LEX-OI et sa directrice, le professeur Élise Ralzer. Mérite également ma gratitude Madame Sabine Bourdi, chef d'unité région ultrapériphérique à la Commission européenne, pour le soutien apporté à ce projet au sein de son unité ainsi que le professeur Jonas Knetsch, ex-directeur adjoint du CRJ, pour avoir impulsé cette dynamique de recherche collective sur les Outre-mer. Je voudrais aussi témoigner ma reconnaissance au professeur Nicolas Cada pour son soutien à ce projet scientifique, et l'accord donné à la publication des travaux dans la collection prestigieuse du Graal, qu'il dirige.
Enfin, je ne saurais oublier dans mes remerciements Madame Maude Le Sueur, chargée des publications du Graal, pour son amabilité, son professionnalisme et son aide précieuse dans la réalisation éditoriale de ce bel ouvrage. Hélène Pongérard-Paillet. Auteur. Au titre des praticiens de l'Union européenne. Dirlewanger Pierre, rapporteur pour la coopération des régions ultrapériphériques françaises à la Commission européenne, Direction générale de la politique régionale et urbaine, DG Régio. Omarji Younous, député européen, notamment premier vice-président de la Commission du développement régional, REGI, du Parlement européen. Roca Pierre, chargé de relations internationales, Direction générale coopération internationale et développement, DGDEVCO, Commission européenne. Salor Denis, chef d'unité Relations avec les pays et territoires d'outre-mer, Direction générale coopération internationale et développement, DGDEVCO, Commission européenne. Au titre des chercheurs universitaires. Bertil Véronique, maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux, ancienne ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, Centre d'études et de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État, CERCCLE, et A 7436. Blanc Didier, professeur de droit public, Université de La Réunion, Centre de recherche juridique, CRJ, et A14. Chico Pierre-Yves, maître de conférences en droit public HDR, Université des Antilles, Centre de recherche en économie et en droit sur le développement insulaire, et A4541. Gigral CNRS, avocat au barreau de la Guadeloupe. Gali Karine, maître de conférences en droit public, Université des Antilles, Laboratoire caribéen de sciences sociales, LC2S, ex-CRPLC, UMR-CNRS 8053. Grard Loïc, professeur de droit public, Université de Bordeaux, directeur du Centre de recherche et de documentation européenne et internationale, CRDEI, et A4193, cher Jean Monnet, président de la CEDECE, Association d'études européennes. Lebon Lydia, maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux-Montaigne, Laboratoire Sciences, Philosophie, Humanité, SPH, et A4574. Saïdier Thomas, maître de conférences en droit public, Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, Centre d'études et de recherche internationale et communautaire, CERIC, UMR 7318, Droit international comparé et européen DICE. MINIMINY Citraka, doctorant en droit public, Université de La Réunion, Centre de recherche juridique, CRJ, et A14. Omarji Ismaël, maître de conférences en droit privé HDR, Université de Paris-Nanterre, Centre d'études juridiques européennes et comparées, CEJEC, et A2320. Perrault Daniel, ancien professeur de droit public, cher Jean Monnet, Université des Antilles, Laboratoire caribéen de sciences sociales, LC2S, ex-CRPLC, UMR-CNRS 8053. Pongérard-Paillet Hélène, maître de conférences en droit public HDR, Université de La Réunion, responsable de l'axe droit de l'outre-mer et de l'océan Indien du Centre de recherche juridique, CRJ, et A14. RAKOTONDRAHASO Fanevat Siadino, maître de conférences en droit public, Université de La Réunion, Centre de recherche juridique, CRJ, et A14. Tinch Mehmet, maître de conférences en droit public, Université de La Réunion, Centre de recherche juridique, CRJ, et A14. Valente Isabelle Maria Freitas, PhD, chercheuse au Centre d'études interdisciplinaires du XXe siècle, CEIS 20, Université de Coimbra, Portugal. VESTRIS Isabelle, maître de conférences en droit public, Université des Antilles, Laboratoire caribéen de sciences sociales, LC2S, ex-CRPLC, UMR-CNRS 8053. Ziller Jacques, professeur de droit de l'Union européenne, Université de Pavie, Italie, ancien professeur de droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane, puis à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mise en page, Maude Le Sueur SG Graal. Sigles, abréviations et acronymes. ACP, Afrique Caraïbes Pacifique. AEC, Association des États de la Caraïbe. AFD,
Agence française de développement. AG, Autorité unique de gestion. Agile, Agence de gestion des initiatives locales en matière européenne. AMI, Appel à manifestation d'intérêt, procédure D. APE, Accord de partenariat économique. ARUP, Association des régions ultrapériphériques françaises auprès de l'Union européenne. AUE, Acte unique européen. BEI, Banque européenne d'investissement. BO, British Overseas Territories, territoire britannique d'outre-mer. CARICOM, Caribbean Community, Communauté des Caraïbes. CARIFORUM, Forum des Caraïbes des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. CEPALC, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. CESAR, Conseil économique, social et environnemental régional. CGCT, Code général des collectivités territoriales. CLLD, Community-led Local Development, développement local mené par les acteurs locaux. CNES, Centre national d'études spatiales. COA, Commission de l'océan Indien. COMESA, Commission Market for Eastern and Southern Africa, marché commun d'Afrique orientale et australe. COPIT, Conférence permanente intercommunale transfrontalière. CPRM, Conférence des régions périphériques maritimes. CRSN, Cadre de référence stratégique national. CTE, Coopération territoriale européenne. DAO, Décision d'association outre-mer. DOCUP, Document unique de programmation. DOM, Département d'outre-mer. DOMO, Document de mise en œuvre. Euro. FC, Fonds de cohésion. FCR, Fonds de coopération régionale. FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. FED, Fonds européen de développement. FEDER, Fonds européen de développement régional. FEOGA, Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. FESI, Fonds ESI, Fonds structurel et d'investissement européen. FSE, Fonds social européen. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, AGETAC. GEC, Groupement euro-régional de coopération. GECT, Groupement européen de coopération territoriale. GEIE, Groupement européen d'intérêt économique. GIP, Groupement d'intérêt public. GLCT, Groupement local de coopération transfrontalière. IAP, Instrument d'aide de PRE accent aigu adhésion. IC, Initiative communautaire. ICD, Instrument de financement de la coopération au développement. ICE, Investissement pour la croissance et l'emploi. IORA, Indian Ocean Rim Association. ITI, Integrated Territorial Investment, Investissement territorial intégré. IVE, Instrument européen de voisinage. JCPA, la Semaine juridique administration et collectivités territoriales. JOS, Journal officiel des communautés européennes. JORF, Journal officiel de la République française. JOU, Journal officiel de l'Union européenne. LDF, la documentation française. LOM, Loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, loi numéro 2000 à 1207. MAPTAM, Loi numéro 2014-A58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. MEURO, millions d'euros. OCTA, Overseas Countries and Territories Association, Association des PTOM de l'Union européenne. OECO, Organisation des États de la Caraïbe orientale. OMC, Organisation mondiale du commerce. OT, Objectifs thématiques. NUTS, Nomenclature des unités territoriales statistiques. PAC, Plan d'action commun joint action plan JPA. PCR, Point de contact régional. PEV, Politique européenne de voisinage. PIR, Programme indicatif régional. PIN, Programme indicatif national. PO, Programme opérationnel.
POSEICAN, Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries. POSEIDOM, Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer. POSEIMA, Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de Madère et des Açores. PTOM, Pays et territoires d'outre-mer. REV-UE, Revue de l'Union européenne. RIS3, Research and Innovation Strategies for Smart Specialization, Stratégie de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente. RTDE, Revue trimestrielle de droit européen. RU, Royaume-Uni. RUP, Région ultrapériphérique. SADC, Southern Africa Development Community, Communauté de développement d'Afrique australe. SCSTC, Secrétariat conjoint, Secrétariat technique conjoint. SEML, Société d'économie mixte locale. TAAF, Terre australe et antarctique française. TFUE, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. TU, Traité sur l'Union européenne. UE, Union européenne. UMR, Unité mixte de recherche. URAG, Union régionale Antilles-Guyane. Préface. Par Loïc Grard. Professeur de droit public, Université de Bordeaux. Directeur du Centre de recherche et de documentation européenne et internationale. CRDEI et A4193, cher Jean Monnet. Président de la CEDECE, Association d'études européennes. Parmi les sujets inépuisables intéressant l'Union européenne, son droit, ses politiques publiques, les Outre-mer figurent en bonne place et depuis longtemps. Même les non-spécialistes ont en mémoire les très célèbres jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, Hansen, Le Gros ou Lancry, qui remettent en cause l'octroi de mer au nom des principes de l'Union douanière. L'Outre-mer, laboratoire du droit de l'Union européenne, cela ne date pas d'hier. Au regard de ce contexte, l'exercice auquel se sont livrés les 20 contributeurs à cet ouvrage doit être salué, car il n'est jamais simple de s'attaquer à une problématique déjà visitée sauf à se donner une hypothèse nouvelle. Et c'est ici que réside l'originalité de ce travail collectif, porté par Hélène Pongérard-Paillet. Le point d'entrée qui a été choisi correspond à une perspective contemporaine en plein mouvement, la coopération des Outre-mer avec leur voisinage immédiat, au soutien de laquelle agissent des leviers actionnés depuis Bruxelles. Le pluriel a ici son importance. L'ouvrage réunit dans une même problématique l'ensemble des Outre-mer, Outre-mer européens, régions ultrapériphériques, RUP, semi-européens, pays et territoires d'outre-mer PTOM, mais aussi non-européens, les États ACP. La démarche de ce point de vue est assez rare. La littérature ayant trait au sujet a en effet la fâcheuse tendance de traiter séparément les unes et les autres dans leur rapport à l'Union européenne. Pour cette œuvre qui renouvelle le genre, appel a été fait à un parterre reconnu d'experts de la question en provenance des milieux académiques, comme non académiques, avec des regards croisés portés sur l'espace Caraïbe, l'océan Indien, mais aussi une comparaison avec les ultrapériphéries espagnoles et portugaises, sans que soient oubliées les conséquences du Brexit sur le sujet. Mais l'approche européenne traditionnelle des préoccupations ultramarines n'est pas pour autant écartée. Elle se manifeste d'abord par le principe de solidarité incarné par la mise en œuvre des fonds structurels ou du FED, ensuite par le principe assimilation-adaptation, pour les régions ultrapériphériques traduit notamment par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, enfin par une relation commerciale privilégiée pour les PTOM et les ACP. Aucun de ces différents aspects n'est absent du présent ouvrage. De nombreux chapitres y reviennent, en leur donnant un jour nouveau. Au-delà du noyau dur formé par la question de la coopération territoriale, sont donc revisitées et examinées diverses problématiques déjà explorées telles la représentation à Bruxelles de régions ultramarines, ou encore leurs capacités internationales. Mais sont aussi évoquées les dynamiques juridiques récentes. En premier lieu, les conséquences de la jurisprudence dite Mayotte de décembre 2015 quant à une compréhension intelligente de la différenciation du droit de l'Union dans les régions ultrapériphériques sont analysées. En second lieu,
Les conséquences de la décision d'association Outre-mer de novembre 2013 qui œuvre au rapprochement des PTOM de l'Union et donc des régions ultrapériphériques, qui sont leurs voisines, sont décodées. En troisième lieu, l'alerte est donnée quant aux conséquences des accords de commerce conclus avec certains voisins de l'outre-mer européen ou semi-européens. Toutes ces idées expriment aussi que la pluralité statutaire des outre-mer européens ne doit pas être porteuse de myopie sur leur communauté d'intérêts. La soudure avec Bruxelles de certaines ne doit pas conduire à la fracture locale avec les autres. Cette idée unit l'ensemble des contributeurs. C'est un fait. Chacun le souligne. L'Union européenne redécouvre depuis quelques années que la distanciation juridique ne doit pas altérer le revenu qu'il y a à tirer de la proximité géographique. L'Union européenne doit devenir porteuse de synergies locales et soutenir le développement ensemble, plutôt que le chacun pour soi. S'impose doucement l'idée que parmi les remèdes à l'éloignement, figure le vivre ensemble l'éloignement. En d'autres termes, coopérer pour être mieux en phase avec l'Union européenne, malgré la distance et permettre à l'Union européenne de mieux exister dans des zones non européennes. Alors oui, les Outre-mer doivent valoriser la coopération régionale. Oui, aussi à l'idée que les capacités juridiques des Outre-mer doivent être remodelées pour leur permettre de décider par elles-mêmes des choix locaux, la diplomatie territoriale. Oui, encore à l'idée que les fonds européens doivent concourir à la programmation de projets ultramarins régionaux, bien au-delà de ce que proposent les initiatives Interreg successives. Oui. Enfin à l'idée d'une plasticité du droit de l'Union européenne, qui ne peut s'imposer à des territoires non continentaux, sans fusibles. À cet égard, les documents publiés par la Commission européenne le 24 octobre 2017, un partenariat renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, mais aussi le 22 novembre 2016, un partenariat renouvelé avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, apparaissent très encourageants. La théorie de la spécificité juridique vertueuse fait son chemin. Il apparaît clairement, désormais, au sein du discours officiel que rien, dans ce qui façonne la relation de l'Union aux Outre-mer, doit être de nature à constituer un obstacle au projet nourri par la coopération régionale. Le développement durable des collectivités ultramarines passe par une démarche collective, à laquelle l'Union n'est aujourd'hui plus étrangère. Le regard doit localement changer sur cette dernière. Elle ne doit plus être analysée comme un frein aux relations de voisinage, mais comme un moteur de cette dernière. Dans la réalisation de ces nouvelles ambitions géopolitiques, c'est évident, en tant que territoire de l'Union européenne, les RUP jouent de manière ascendante le rôle de poste avancé de cette dernière. Dans cette perspective, elles ont vocation à conduire les négociations internationales de voisinage au titre de la diplomatie territoriale. Mais quid des compétences détenues par l'Union européenne ? Cette dernière leur donnera-t-elle mandat pour les exercer, à l'instar de ce qui se fait dans les organisations internationales où elle n'est pas membre, en faveur de ses États membres ? Si tel est le cas, ce serait bien le premier cas d'une compétence internationale exercée par une collectivité infra-étatique sur mandat européen. C'est dit. La coopération régionale outre-mer, pour devenir coopération décentralisée du point de vue de l'Union européenne, nécessairement, passera par le principe de différenciation de l'article 349 TFUE ou restera dans les limbes du droit de l'Union. Si cette hypothèse venait à se concrétiser, une fois de plus reviendrait sur le devant de la scène juridique l'idée outre-mer laboratoire de droit européen. En tout état de cause, demeure ici une vraie question de droit européen autant que de droit constitutionnel ou international. On le voit bien, le sujet est décidément inépuisable. Avant-propos, les enjeux institutionnels, juridiques et financiers de la coopération européenne ultramarine. Par Hélène Pongérard-Paillet. Maître de conférences en droit public HDR, Université de La Réunion. Responsable de l'axe Droit de l'Outre-mer et de l'Océan Indien, du Centre de recherche juridique, CRJ, et A14. Le présent ouvrage est le fruit d'une recherche collective, qui est née de la volonté de l'ancien directeur adjoint du Centre de recherche juridique CRJ, et A14, à l'époque responsable de l'axe Océan Indien Outre-mer de l'Université de La Réunion, le professeur Jonas Knetsch,
de renforcer la place du droit de l'outre-mer dans les activités de recherche collective du laboratoire. À cette fin, le Centre a désigné, le 21 avril 2017, un référent outre-mer, en l'occurrence Madame Hélène Pongérard-Paillet, et validé le projet de publication collective, intitulé « L'Union européenne et la coopération régionale des Outre-mer », qu'elle avait présenté au soutien de sa candidature. Le projet a fédéré autour d'une thématique d'actualité et d'enjeux majeurs pour les collectivités publiques d'outre-mer, des praticiens des institutions de l'Union européenne, en particulier du Parlement européen et de certaines unités des DG Régio et DEVCO de la Commission européenne, ci-après Commission, ainsi que des chercheurs de différentes universités françaises Antilles, Bordeaux, La Réunion, Mayotte, etc., et européennes Université de Coimbra, au Portugal et de Pavie en Italie, tout passionnés peu ou prou des Outre-mer et ayant à cœur de prendre en compte, voire de défendre les intérêts des territoires ultramarins en particulier à l'intégration régionale dans leurs espaces respectifs, intégration à la réussite de laquelle la coopération régionale est indispensable. L'Union européenne, UE, promeut et soutient cette coopération dans le cadre essentiellement de la coopération territoriale, qui vise en grande partie à supprimer les obstacles physiques, administratifs, réglementaires et à atténuer l'effet frontière existant entre les territoires, pour leur permettre de répondre ensemble à leurs défis communs, qu'ils soient territoriaux, services, infrastructures, urbanisme et aménagement du territoire, globaux, mondialisation, changement climatique, économique ou sociétaux. Elle recèle un gisement de compétitivité encore insuffisamment exploité, et participe à l'union sans cesse plus étroite entre les peuples. Dans ce contexte, l'ouvrage traite de la problématique du renforcement du soutien de l'UE à la coopération régionale des Outre-mer, que nous qualifierons d'emblématique de l'Union et que constituent les régions ultrapériphériques, RUP, et les pays et territoires d'outre-mer, PTOM, bien que les Outre-mer de l'Union européenne ne se limitent pas à ces deux catégories de régions et territoires. Afin précisément de tenter de faire le point sur les principaux termes au cœur de la recherche, l'ouvrage s'ouvre sur deux rapports introductifs consacrés aux Outre-mer européens et au concept de coopération régionale. M. Ismaël Omarjee traite à ce titre de la dualité statutaire des Outre-mer, fondée sur les statuts distincts d'intégration différenciée et d'association à l'Union européenne respectivement des RUP et des PTOM, dualité à laquelle se heurte le droit européen de la coopération territoriale, applicable aux seuls RUP et non pas a priori aux PTOM. L'auteur démontre, cependant, que les stratégies européennes à l'égard des RUP et les dernières décisions relatives à l'association des PTOM transcendent, de manière salutaire, cette dualité, en incitant ces territoires à la coopération régionale avec leurs voisins, si bien que les instruments de la coopération territoriale européenne, programmes opérationnels, fonds européens, diffusent de plus en plus leurs effets à l'ensemble des Outre-mer. Pour sa part, M. Pierre-Yves Chicot tente de conceptualiser la notion de coopération régionale au XXe siècle qu'il estime, en premier lieu, procéder d'un ordre public international institué. Celui-ci professe, selon lui, d'une part, un dépassement des confins de l'État et par là la constitution de communautés internationales régionales, coopérant entre elles dans le contexte d'un régionalisme ouvert, et d'autre part, une remise en cause de la centralité diplomatique permettant d'étendre ainsi la coopération régionale et la diplomatie chaude ou des peuples. En second lieu, l'auteur lie le concept de coopération régionale à la capacité normative offerte aux collectivités territoriales de contracter avec l'étranger, en traitant ainsi de la compétence internationale locale et de l'action extérieure des collectivités territoriales se matérialisant par une co-direction du pouvoir central et du pouvoir local, dans le cadre de l'action publique internationale. L'ouvrage s'articule ensuite autour de trois axes de recherche, d'ordre institutionnel, juridique 2 et financier, 3, conformément aux fondamentaux de la coopération régionale des Outre-mer, mis en exergue par M. Rémy-Louis Budoc en 2012. 1. Les aspects institutionnels de la coopération européenne, ultramarine au cœur de l'ouvrage. À ses débuts, la recherche s'est fixée comme objectif, dans son volet institutionnel, de s'intéresser à la gouvernance européenne de la coopération régionale et aux acteurs de la diplomatie ultramarine,
notamment pour que les responsables politiques ultramarins soient davantage associés au processus décisionnel européen et que les réalités des Outre-mer soient pleinement prises en compte, en amont, lors de l'adoption des réglementations européennes encadrant en particulier la coopération territoriale européenne. Dans la mesure où elle avait déjà été traitée par ailleurs, la problématique des organisations de coopération et d'intégration régionale a été exclue du champ de la recherche, qui se concentre essentiellement sur les acteurs institutionnels européens et la manière d'influencer leurs décisions en faveur d'un renforcement du soutien européen à la coopération régionale des Outre-mer. Au final, au terme des travaux, la première partie de l'ouvrage, relative aux acteurs institutionnels de la coopération européenne ultramarine, s'articule en 2 titres, dont le premier croise sur le sujet les regards des praticiens de l'UE travaillant à la Commission ou au Parlement européen sur des dossiers intéressant de près les Outre-mer. Ainsi, spécialiste de la coopération des RUP françaises à la DG Régio de la Commission, M. Pierre Dirlewanger souligne le soutien croissant de l'UE à la coopération régionale des RUP françaises, qu'il considère comme un facteur essentiel de développement économique et d'intégration régionale pour ces régions. Il dresse un tableau historique de ce soutien, depuis le début effectif de la politique européenne de cohésion en 1988 jusqu'à la période actuelle de programmation. D'abord, il revient sur les périodes d'émergence et de consolidation, marquées par les initiatives Régis I et II, 1989 à 1993, 1994 à 1999, relativement modeste, auquel succède pour les RUP l'initiative Interreg III 2000 à 2006, plus conséquent. Ensuite, il aborde les périodes de renforcement du soutien européen, marquées par la consécration de l'objectif de coopération territoriale européenne, une augmentation considérable de l'aide du Fonds européen de développement régional, FEDER, à la coopération des RUP françaises et la naissance de 3 nouveaux programmes de coopération. L'un dédié à l'Amazonie en 2007 à 2013, les 2 autres respectivement à Saint-Martin et à Mayotte, en 2014 à 2020. Enfin, M. Pierre Dirlewanger s'intéresse à la problématique complexe des relations FED-FEDER, en traitant notamment des mécanismes de coordination de ces fonds tels qu'ils ont pu bénéficier à certains projets, depuis 2009, dans l'océan Indien et plus récemment dans la Caraïbe. Le regard de Bruxelles s'avère largement positif sur la coopération des RUP françaises. Parallèlement, le chef de l'unité des relations avec les PTOM de la DGDEVCO de la Commission et son collaborateur, MM. Denis Salor et Pierre Roca, dans une contribution intitulée La coopération régionale. Une nouvelle donne pour les PTOM et leurs voisins, démontre qu'un large éventail de dispositions et de modes de financement vise à faciliter la coopération régionale des PTOM avec leurs voisins, RUP, pays ACP, d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, ou autres pays tiers, dans la mesure où au-delà de leurs statuts distincts, ils partagent nombre de défis communs, qui s'intensifient et constituent autant d'incitations à développer des projets de coopération. MM. Denis Salor et Pierre Roca présagent même à l'avenir une montée en puissance des initiatives de coopération régionale, avec un plus grand alignement des règles de mise en œuvre des futurs instruments sur la période post-2020. Cet alignement de règles, de même qu'un rapprochement entre RUP et PTOM, est défendu par le député européen, M. Younous Omarjee, lequel jette très loin son regard, un regard de visionnaire, en s'interrogeant en premier lieu sur l'avenir des relations entre l'UE et les Outre-mer et sur la possibilité d'un destin commun au sein d'une union commune. De la réponse à ces questions dépend en effet l'évolution du soutien européen à la coopération régionale des Outre-mer. D'une part, il préconise, face à l'absence de rattrapage économique et social des territoires ultramarins, un renouvellement profond de l'approche européenne, jugée trop libérale, trop centralisée et trop technocratique. D'autre part, il invite à un changement radical de regard, trop souvent biaisé, non seulement de l'UE et des États membres vis-à-vis des Outre-mer, mais également des Outre-mer eux-mêmes, pour que le principe fondamental de non-discrimination ou d'égalité de traitement, au cœur d'ailleurs de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, prenne véritablement sens et porte ses fruits, dans le respect et la confiance mutuelle. En second lieu, M. Younous Omarjee laisse entrevoir une multitude de communautés de destin pour les Outre-mer, l'Europe et les pays tiers voisins,
à l'aune des enjeux et des défis communs qu'ils partagent. Il propose dès lors d'approfondir le rapprochement entre les PTOM et les RUP, par la mise en œuvre renouvelée de synergies communes, et de penser l'intégration régionale des Outre-mer comme un enjeu majeur et d'avenir à la fois pour ceux-ci, les pays tiers et l'UE, pour qu'au-delà des contradictions de nouvelles solutions émergent dans l'intérêt de tous. En complément du croisement des regards des praticiens de l'UE, le second titre de la première partie de l'ouvrage traite de la représentation des intérêts des Outre-mer auprès de l'UE, aux fins d'un renforcement de la coopération européenne ultramarine. Ainsi, après avoir présenté comment s'organise de manière générale le processus, ô combien évolutif et protéiforme, de la représentation des intérêts des Outre-mer français auprès des institutions de l'UE, en particulier de la Commission, du Parlement et du Comité des régions, Madame Isabelle Vestry recommande un perfectionnement du système. D'après l'auteur, si celui-ci a contribué à défendre les intérêts des Outre-mer en influençant en partie certaines politiques européennes, il pourrait être amélioré en particulier dans ses effets, qui demeurent relativement modestes, notamment en termes de coopération et d'intégration régionale des Outre-mer. Concernant les RUP espagnoles et portugaises, Madame Isabelle Maria Freitas Valente rappelle, dans une perspective historique, le long et difficile voyage vers l'ancrage de l'ultrapériphérie atlantique au sein de l'UE ainsi que la contribution spécifique des politiciens régionaux portugais au concept d'ultrapériphérie. À partir de là, elle souligne que cet ancrage a apporté une nouvelle dimension géopolitique au processus d'intégration en Europe. Celle-ci a donc tout intérêt à soutenir l'ultrapériphérie atlantique en mettant en œuvre le paradigme des atouts et opportunités des RUP, en tant que frontière active de l'Europe et territoire d'influence européenne dans les zones non européennes. Cet intérêt s'exprime dans le soutien de l'UE à la coopération dans la région de Macaronésie, dont l'auteur présente quelques programmes phares. Madame Véronique Bertil, ancienne ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, soutient également que la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer constituent un enjeu majeur à la fois pour l'UE, la France et ses collectivités d'Amérique. Ces dernières ont d'ailleurs été dotées, en droit interne français, de compétences internationales qui leur ont permis notamment d'adhérer à certaines organisations régionales dans la zone Antilles-Guyane et d'affecter des agents au sein du réseau diplomatique. Dans ce cadre, l'ambassadeur délégué à la coopération régionale possède pour fonction essentielle de coordonner les différentes actions de coopération menées au niveau local, national et européen. Sa mission est d'autant plus difficile et décuplée que les collectivités ultramarines, sous l'influence européenne, sont devenues autorités de gestion des programmes de coopération territoriale européenne et ainsi actrices de premier plan de la coopération régionale. Le développement de l'action extérieure des collectivités territoriales qui en résulte se met alors au service des enjeux des Outre-mer et des diplomaties françaises et européennes, sous réserve, ainsi que le souligne Madame Véronique Bertil, d'une collaboration loyale et respectueuse des compétences de chacun, avec au centre de cette gouvernance multiniveau l'ambassadeur délégué comme acteur clé au service d'une diplomatie désormais démultipliée. En définitive, l'efficacité de la coopération régionale des Outre-mer dépend de la mise en œuvre des moyens institutionnels existants, à approfondir ou à réinventer et qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, si les acteurs ne disposent pas de moyens juridiques adaptés à l'exercice de leur mission, moyens qu'il importe à présent d'appréhender à l'aune des thématiques acceptées et traitées par les chercheurs impliqués dans cette publication collective. 2. Les aspects juridiques de la coopération européenne ultramarine au cœur de l'ouvrage. À l'origine, la recherche s'est fixée pour objectif, dans son volet juridique, d'étudier le cadre et les outils juridiques de l'UE au service de la coopération régionale des Outre-mer avec pour ambition, après avoir dressé un état des lieux, de s'efforcer de faire, en dépit de la difficulté de l'exercice, des propositions dans la perspective des prochaines négociations relatives à la programmation pluriannuelle post-2020. À cette fin, il a été proposé aux auteurs d'analyser les textes de droit primaire et de droit dérivé de l'UE, notamment les règlements de la politique courante de cohésion applicable aux RUP ainsi que la décision d'association Outre-mer régissant les PTOM. À l'issue des recherches, la seconde partie de l'ouvrage, intitulée «
Le cadre et les outils juridiques de la coopération européenne ultramarine, comprend 2 titres. Le premier est consacré à la dynamique descendante du droit de la coopération de l'UE, dynamique inhérente à la construction européenne. Pour bénéficier du soutien européen à la coopération, les Outre-mer et leurs États membres d'appartenance doivent, en effet, mener leurs actions dans le respect du cadre juridique européen de la coopération ultramarine, que les dispositions applicables soient de droit commun ou dérogatoires à celui-ci. Dans ce contexte, le professeur Daniel Perrault étudie le droit primaire de la coopération territoriale européenne, CTE, qui est applicable aux RUP et enchâssé dans la politique européenne de cohésion, tout en s'autorisant des incursions incontournables en droit dérivé de la cohésion afin d'expliciter la mise en œuvre du droit primaire. Dans un premier temps, après avoir rappelé l'oubli de la politique régionale en droit primaire primitif, l'auteur démontre que l'émergence, sous l'impulsion de l'acte unique européen, de la politique de cohésion a coïncidé avec une plus grande attention aux réalités des RUP et à leur coopération. Celle-ci est soutenue par des instruments financiers inscrits en droit primaire et ce, dans une progression constante, de 1994 à nos jours, avec comme point d'orgue la consécration territoriale de la cohésion par le traité de Lisbonne et ses conséquences réglementaires sur la CTE des RUP. L'auteur insiste en outre, sur les marges d'interprétation au sein du droit primaire, ayant permis aux institutions de faciliter sous l'effet des réformes structurelles de 2006 et de 2013, la coopération des RUP avec leurs voisins et d'arrêter des actions spécifiques en dehors des fonds, telle la mise en place du dispositif de groupement européen de coopération territoriale, GECT. Dans un second temps, même si le droit primaire dans son ensemble n'a pas encore livré toutes ses virtualités, le professeur Daniel Perrault s'efforce d'identifier, en dépit de la difficulté de l'exercice, les pans du droit primaire matériel régissant les autres politiques et actions de l'Union à solliciter en lien avec la politique de cohésion pour favoriser la coopération territoriale des RUP. Ceux du droit primaire institutionnel, impliquant en particulier le Comité des régions dans les politiques publiques de l'UE, sont en revanche plus aisément identifiés. Pour sa part, M. Thomas Msaïdier étudie le cadre juridique de la coopération régionale des PTOM en droit de l'Union. Il démontre que si la notion a toujours été absente paradoxalement des textes du droit primaire relatifs à l'association, le droit dérivé, s'exprimant dans les décisions d'association du Conseil, s'en est emparé, d'abord timidement dans les années 1970, puis de manière plus ambitieuse à partir des années 1980 pour construire pas à pas le cadre juridique applicable à la coopération régionale des PTOM. Ce cadre est, selon l'auteur, en constante rénovation depuis 1986, si bien que la coopération et l'intégration régionale constituent désormais l'un des piliers de l'association que l'UE entend renforcer à l'avenir, et qu'il appartient aux PTOM d'exploiter pour une meilleure insertion dans leur zone géographique. Le titre 2 de la seconde partie de l'ouvrage tend à démontrer que, pour des raisons d'efficacité du soutien européen, le droit de la coopération ultramarine de l'UE doit combiner à une approche descendante une approche ascendante de nature à favoriser, en pratique, une gouvernance multiniveau des actions de coopération, dans un domaine complexe aux acteurs multiples. Sous l'influence européenne, le droit interne vient alors en relais du droit de l'Union pour renforcer l'action extérieure des collectivités territoriales et les doter de compétences indispensables à leur action. De même, de nouveaux outils juridiques, tels les GECT, sont pensés et doivent être expérimentés. Dans une contribution intitulée « L'action extérieure des collectivités territoriales françaises d'outre-mer, vers une diplomatie ultramarine », le professeur Didier Blanc et M. Faneva Tsiadino Rakotondrazo s'appuient sur les dispositions évolutives du droit interne français de l'outre-mer pour constater la naissance tardive de la coopération régionale des outre-mer en 2000. L'altérité pourtant innée de l'outre-mer est, en effet, niée de 1982 à 2000. Ainsi, les dispositions de la coopération décentralisée permettant à partir de 1992 aux collectivités territoriales françaises de nouer des relations avec leurs homologues étrangers, ne sont pas adaptées aux départements d'outre-mer. La prise en compte de l'altérité de l'outre-mer, avec la reconnaissance au président des assemblées délibérantes des collectivités territoriales du pouvoir encadré de négocier et de signer des conventions internationales avec des États de leur zone géographique, n'aura lieu qu'en 2000.
Depuis, selon les auteurs, la coopération régionale des Outre-mer a le vent en poupe et va se renforçant face à l'impérieuse nécessité de l'insertion régionale, tant et si bien que la coopération décentralisée a cédé la place à l'action extérieure des collectivités territoriales pour une meilleure coopération avec les pays tiers. La loi Letchimy, de 2016 élargit le champ géographique de la coopération régionale Outre-mer et en renforce les modalités et les moyens humains, par la consécration du programme cadre de coopération régionale et du statut des représentants des collectivités territoriales, façonnant une diplomatie ultramarine en devenir. De son côté, M. Mehmet Tinch s'interroge sur la pertinence de la création outre-mer des GECT, outils de coopération ultramarine ou Tartuffe des Outre-mer. Il analyse les nombreux avantages qu'offre le dispositif en termes de coopération durable, et retrace le succès qu'a connu cet outil performant, vecteur de gouvernance territoriale multiniveau, sur le continent européen où il est devenu l'instrument préférentiel des coopérations territoriales, alors qu'il est totalement délaissé outre-mer. Il s'efforce alors d'identifier les causes extrinsèques et intrinsèques de ce désintérêt des autorités ultramarines pour la constitution de GECT, dans le cadre de la coopération régionale, dont le développement pourrait en justifier à terme le recours. Outre les moyens juridiques, des moyens financiers de nature à accompagner durablement les projets de coopération des RUP et des PTOM avec leurs voisins, sont indispensables à l'insertion régionale de ces outre-mer dans leurs espaces respectifs. 3. Les aspects financiers de la coopération européenne ultramarine, au cœur de l'ouvrage. Intitulé « Le financement européen de la coopération ultramarine », la troisième partie de l'ouvrage se concentre, conformément au programme de recherche initial, sur le volet financier du soutien de l'UE à la coopération régionale des Outre-mer. Sont étudiés en particulier, dans un titre 1, les moyens financiers dédiés à la coopération des RUP et des PTOM avec les pays tiers voisins, essentiellement des pays ACP, ainsi que les problématiques qui entourent la gestion des financements alloués. Ainsi, Madame Lydia Lebon s'intéresse aux moyens financiers dédiés à la coopération territoriale européenne des RUP, en centrant ses développements sur le rôle du FEDER, qu'elle qualifie d'instrument privilégié, outre de la politique européenne de cohésion, de la coopération territoriale des RUP. Pour parvenir à ce constat et souligner la hausse de la dotation du FEDER en la matière, elle analyse les progrès législatifs réalisés, en termes d'adaptation du droit européen commun, au soutien de la coopération des RUP, dans les différents règlements de la politique courante de cohésion, ainsi que leur mise en œuvre dans les programmes de coopération territoriale des RUP. Néanmoins, elle démontre que les imperfections de l'instrument et son insuffisante adaptation aux spécificités et aux difficultés de la coopération territoriale des RUP avec les pays tiers et les PTOM ont poussé et poussent ces régions à solliciter la création d'un instrument financier ad hoc, à même de résoudre les problèmes complexes d'articulation entre les fonds, en particulier entre le FEDER et le FED. Dans le prolongement de ces réflexions, en s'interrogeant sur l'avenir du FED, M. Citraka Minimini propose la création d'un nouvel instrument mieux adapté aux besoins des PTOM, et ce, après avoir analysé la contribution du FED à la coopération régionale des PTOM. À l'aune de l'évolution des DAO fixant le cadre juridique de la coopération régionale des PTOM de 1991 à nos jours, et des données chiffrées de différentes programmations pluriannuelles, il démontre que le FED soutient, dans une progression constante, qualitativement et quantitativement la coopération régionale des PTOM. Celle-ci est devenue l'un des piliers du partenariat UE-PTOM, si bien que le montant des fonds qui lui sont dédiés a considérablement augmenté, en passant de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros, si après M-Euro, entre le 8e et le 11e FED, et que des avancées ont été enregistrées, selon l'auteur, dans l'adaptation du FED aux spécificités des PTOM. En dépit de ces progrès, l'auteur insiste sur la réclamation par les PTOM d'une réforme significative du FED. Cet instrument constitue, en effet, un instrument perfectible d'intégration régionale des PTOM et de présence de l'UE, voire de diffusion des normes et valeurs européennes, dans différentes régions du monde via les PTOM, dont le rôle de leader en matière d'aide au développement pourrait être mieux affirmé.
Aussi l'auteur conclut-il à la création d'un nouvel instrument afin de dépasser, en outre, les différenciations d'ordre institutionnel et budgétaire dont le FED est l'objet, au bénéfice des pays ACP et au détriment des PTOM en général et de leur coopération et intégration régionale en particulier. En complément de ces contributions proposant une réforme des fonds européens, le second titre de la troisième partie de l'ouvrage présente, de manière pragmatique, quelques exemples de programmes financés et leur gestion, dans l'océan Indien et dans les Caraïbes. Dans une contribution intitulée « La gestion des programmes de coopération territoriale en vue de construire la Grande Caraïbe, freins et opportunités », Madame Karine Galli procède à une analyse textuelle et contextuelle des mécanismes de gestion des 3 programmes opérationnels, Pau Caraïbes, Amazonie et Saint-Martin, mis en œuvre dans cet espace sur la période 2014 à 2020. Ces mécanismes révèlent, selon elle, un processus dynamique de gouvernance multiniveau impliquant au plan opérationnel, outre des autorités décisionnelles, autorités de gestion, comités de suivi, d'autres autorités, la Commission et de plus en plus la société civile. Toutefois, aux fins d'améliorer le fonctionnement de cette gouvernance, empreint de certaines faiblesses et ambiguïtés, l'auteur souligne le caractère insuffisant des correctifs que la réforme structurelle de 2013 a apportés aux imperfections de la gestion des pots précédents, par le renforcement encore perfectible, d'une part, de la coordination FED-FEDER pour une meilleure articulation des fonds européens et la présentation de projets communs dans le contexte de la coopération RUPPTOM-ACP, d'autre part une approche territoriale intégrée, proche des réalités des territoires objets de la coopération. L'auteur se demande alors, après avoir rappelé les handicaps et limites persistants à la coopération dans la Caraïbe, si la solution idoine ne se trouve pas dans la création d'un GECT comme symbole de l'institutionnalisation de la Grande Caraïbe. Concernant la contribution de l'UE à la construction de l'Indiano-Océanie, le professeur Didier Blanc s'appuie sur la politique de cohésion économique, sociale et territoriale pour traiter de la coopération régionale dans l'océan Indien au prisme de l'Union européenne. Entre décentralisation et déconcentration, la Réunion Mayotte. Après avoir rappelé l'adaptation de la politique courante de cohésion, dans son objectif de coopération territoriale européenne, aux besoins des Outre-mer de tisser des liens avec les pays tiers de leur voisinage, l'auteur analyse les différents programmes de coopération soutenus actuellement par l'UE au titre de cette politique dans la zone océan Indien, en mettant en perspective leur champ géographique, leurs axes prioritaires, modalités de gestion, forces et faiblesses. Sont ainsi étudiés, d'abord, le programme Interreg V Océan Indien, d'un montant total de 63,2 millions d'euros dans ses volets transnational et transfrontaliers, tels que gérés dans un cadre décentralisé à La Réunion, puis, le programme transfrontalier Mayotte-Comores-Madagascar, d'un montant moindre de 12 millions d'euros, à la gestion déconcentrée au sein de la préfecture de Mayotte et aux perspectives moins encourageantes car se développant à l'ombre de conflits territoriaux. Pour clôturer le tour illustratif des programmes de coopération soutenus par l'UE en Outre-mer, il est paru pertinent de solliciter du professeur Loïc Grard une étude sur le programme inédit de Saint-Martin en tant qu'il met en scène à la fois une RUP et un PTOM. Dans sa contribution consacrée au programme européen de coopération Saint-Martin-Sint-Maarten, le professeur Loïc Grard commence par une mise en relief du contexte très particulier, marqué par le double complexe saint-martinois, dans lequel se développe ce programme transfrontalier d'un montant de 10 millions d'euros. Ainsi, Saint-Martin, en sa qualité de région NUTS 2, demeure encore intégré à la Guadeloupe pour les PO 2014 à 2020 en dépit d'un fléchage FEDER-FSE en sa faveur. De même, sur un fond de conflit frontalier, la partie française de l'île, en état de paupérisation croissante, se trouve en concurrence avec la partie néerlandaise de l'île, en plein essor économique et dont le statut de PTOM exonère les investisseurs à Sint-Maarten du respect des normes européennes coûteuses qui freinent la compétitivité de Saint-Martin tentée par le statut de PTOM. Après avoir brossé le contexte du programme, l'auteur en dévoile le contenu, qui est axé sur la construction territoriale de l'île et bénéficie indirectement à un PTOM où 30% des fonds du FEDER pourraient être dépensés et des projets communs FED-FEDER mis en œuvre. Sont ainsi présentés les axes prioritaires du PO,
son effet potentiellement structurant, via la création d'un secrétariat technique conjoint conçu comme la préfiguration à long terme d'un GECT, ainsi que ses faiblesses et ses contradictions, tels les freins des autorités nationales françaises doutant de l'honnêteté de Sint Maarten. Dans ce contexte complexe, l'auteur se demande si la catastrophe Irma ne serait pas un mal pour un bien, à même de relancer la coopération franco-néerlandaise dans l'intérêt de l'ensemble des Saint-Martinois. Après ces interrogations, l'ouvrage se termine sur 2 rapports transversaux clôturant les travaux. Le premier traite des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'UE pour la coopération régionale des Outre-mer, conséquences se dessinant difficilement. S'appuyant sur les dispositions de l'article 50 le professeur Jacques Ziller y étudie d'abord le cadre juridique plus ou moins clair et contraignant de l'accord de retrait, qui permet d'espérer, selon lui, une prise en compte des intérêts des Outre-mer pendant les négociations relatives au Brexit. Il démontre, ensuite, que les conséquences à venir du retrait pour les Outre-mer dépendront essentiellement du second accord à venir entre le Royaume-Uni et l'UE, au contenu incertain et au cadre juridique pour sa négociation, pour le moins complexe, relevant des articles 207 et 218 TFUE, et de l'évolution de leurs relations commerciales ainsi que de celles que le Royaume-Uni entretiendra avec les pays voisins des Outre-mer et les organisations impliquées dans la coopération ultramarine. Concernant ces relations, l'auteur soulève enfin maintes interrogations pour l'instant sans réponse, tant les incertitudes demeurent sur leur évolution. Dans le second et dernier rapport, Hélène Pongérard-Payet s'efforce de tirer les conclusions des différentes contributions à l'ouvrage et de faire quelques propositions dans le cadre de En définitive, en dépit de ses limites et de l'obsolescence qui guette toute recherche scientifique d'ordre juridique, cet ouvrage possède l'ambition d'offrir un panorama de la coopération européenne ultramarine dans ses aspects fondamentaux, qu'ils soient institutionnels, juridiques et financiers, et a pour vocation de nourrir la réflexion sur le destin européen encore perfectible de la coopération régionale des Outre-mer. Rapports introductifs en forme de prolégomène. Les Outre-mer au cœur de la coopération territoriale européenne. Par Ismaël Omarji. Maître de conférences en droit privé HDR, Université de Paris-Nanterre Centre d'études juridiques européennes et comparées, CEJEC, et A 2320. L'insertion des Outre-mer au sein de leur environnement régional a, pendant longtemps, été un sujet de confrontation politique entre les collectivités ultramarines françaises et l'État, les premières revendiquant davantage d'autonomie pour coopérer avec leurs voisins, le second arguant de la souveraineté internationale de la France et de son monopole pour conclure des accords internationaux afin de conjurer la crainte d'une émancipation hors de contrôle des entités concernées. Si l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie a doté ces territoires des compétences nécessaires à une meilleure intégration régionale, elle a, par un effet miroir, accentué le sentiment d'impuissance des départements d'outre-mer DOM et nourri leurs revendications d'autonomie. Devenue plus consensuelle, la coopération régionale des Outre-mer est aujourd'hui perçue comme une nécessité largement partagée. En témoigne la récente loi du 5 décembre 2016 dont l'objet est justement de favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement géographique. Cet objectif constitue aussi, nous le verrons, un axe majeur de la stratégie de l'Union européenne à l'égard des Outre-mer quelle que soit la nature des liens qui l'unissent aux territoires concernés. Ce contexte politique favorable à la coopération régionale se heurte cependant à des contraintes géographiques et économiques, suffisamment connues pour que l'on puisse ici se limiter à quelques rappels. L'environnement géographique des Outre-mer est essentiellement constitué de pays peu développés avec lesquels il est difficile de construire des projets d'envergure au regard de leurs capacités budgétaires limitées et surtout de la faiblesse de leurs infrastructures. La structure de l'économie des DOM, notamment de l'agriculture, largement dépendante de cultures traditionnelles telles que le sucre à la Réunion ou la banane aux Antilles, les expose à la concurrence de leurs voisins, spécialisés dans les mêmes créneaux,
la concurrence est d'autant plus vive que les coûts de production dans les DOM sont nettement plus élevés compte tenu notamment du coût élevé du travail, fruit de l'identité législative entre la métropole et les DOM. Aussi, l'un des enjeux de la coopération régionale consiste-t-il à renverser cet état de fait en faisant du voisinage un atout et non plus une contrainte. La stratégie mise en place par l'Union européenne y contribue-t-elle ? Toute tentative de réponse à cette question oblige à prendre en compte la diversité des liens unissant l'Union et les Outre-mer, au-delà de leur répartition géographique sur tous les continents. Il convient donc de distinguer entre, d'une part, les régions ultrapériphériques, RUP, au sens de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, intégrées à l'Union dans le cadre d'un statut d'intégration différencié et d'autre part, les pays et territoires d'outre-mer associés PTOM, visés à l'article 355 TFUE et dont le régime spécial des association est régi par les articles 198 à 204 TFUE. Les premières désignent 6 territoires français, dont les 5 départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion et la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, 2 régions autonomes portugaises, Madère et les Açores, et une communauté autonome espagnole, les Canaries. Les seconds, dont la liste figure à l'annexe 2 du TFUE, désignent actuellement 25 territoires liés, sous des statuts divers, à 4 États membres. 12 de ces territoires dépendent ainsi du Royaume-Uni, Anguilla, les îles Caïmans, les îles Falkland, les Malouines, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, îles de l'Ascension et Tristan da Cunha, le territoire de l'Antarctique britannique, le territoire britannique de l'océan Indien archipel des Chagos, les îles Turques-Caïques, les îles Vierges britanniques, les Bermudes, 6 des apostrophes. Entre eux sont des possessions françaises, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, et néerlandaises, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Sint Maarten, alors qu'un seul de ces territoires, le Groenland, est lié au Danemark. Cette dualité statutaire n'est pas sans conséquence sur la contribution de l'Union à la coopération régionale dans les Outre-mer. En effet, strictement envisagée, la coopération territoriale européenne, par laquelle l'Union développe sa politique de voisinage à travers la coopération interrégionale, transnationale et transfrontalière ne se déploie qu'à l'égard des régions européennes. Si elle touche ainsi les régions ultrapériphériques, elle semble, a priori, dépourvue d'objet pour les pays et territoires d'outre-mer associés auxquels le droit commun de l'Union, en particulier les instruments de la politique de cohésion, n'est pas applicable. Aussi, l'idée selon laquelle l'ensemble des Outre-mer serait au cœur de la coopération territoriale de l'Union européenne peut sembler abusive, voire erronée, le droit de la coopération territoriale européenne n'étant pas applicable au PTOM. Le déploiement de la coopération territoriale européenne dans les Outre-mer se heurte ainsi a priori à la dualité des relations unissant l'Union aux territoires concernés, Pourtant, tant les dispositions de droit commun que celles propres au RUP et au PTOM permettent de dépasser cette dualité statutaire de 1. La coopération territoriale européenne à l'épreuve de la dualité statutaire des Outre-mer. Applicable aux seules régions ultrapériphériques, a. Le droit européen de la coopération territoriale constitue un terrain d'observation intéressant de la dialectique intégration-différenciation dans les territoires concernés, b. À l'applicabilité du droit européen de la coopération territoriale, au seul RUP. 1. L'exclusion de principe des PTOM, du droit européen de la coopération territoriale. L'exclusion des pays et territoires d'outre-mer du droit de la coopération territoriale résulte du régime d'applicabilité du droit de l'Union à cette catégorie de territoires. En vertu de ce régime, le droit de l'Union applicable à ces territoires est constitué par les dispositions des traités qui leur sont propres, à savoir les articles 198 à 203 TFUE et les décisions d'association du Conseil adoptées sur le fondement de l'article 203 TFUE qui visent à préciser les modalités de l'association. Ces dispositions constituent une lex specialis, en ce sens qu'elles sont les seules à être applicables au PTOM. En effet, en prévoyant que les PTOM font l'objet du régime spécial d'association défini dans la 4e partie du traité,
L'article 355 TFUE fait exception au principe d'application du traité aux États membres issus de l'article 52 du traité sur l'Union européenne, TU. Il convient ainsi de considérer que les dispositions générales des traités et celles de droit dérivé prises pour leur application ne sont pas applicables au PTOM, sauf renvoi exprès d'applicabilité par les dispositions propres à ces territoires ou par les dispositions de droit commun. Régulièrement rappelée par la Cour de justice, cette solution ne souffre plus de discussion comme le rappelle clairement la décision d'association du 25 novembre 2013, actuellement en vigueur et en vertu de laquelle le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le droit qui en est dérivé ne s'appliquent pas automatiquement au PTOM, à l'exception de certaines dispositions qui le prévoient expressément. On rappellera cependant que ce régime de lex specialis ne préjuge en rien des droits conférés aux ressortissants des PTOM fondés sur la citoyenneté européenne, et qu'il ne soustrait aucunement le régime d'association au respect, d'une part, des principes fondamentaux, procéduraux et matériels du droit de l'Union, d'autre part, des valeurs de l'Union, comme le rappelle la décision d'association précitée de 2013 dont l'article 3 énonce que l'association entre Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs au PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l'Union. Il n'en demeure pas moins que l'examen des dispositions propres au PTOM ne révèle aucune référence au droit de la coopération territoriale. Limité au régime de circulation des marchandises, art. 199 et 200 TFUE, au droit d'établissement art. 199 TFUE, et à la liberté de circulation des travailleurs, art. 202 TFUE, les dispositions des traités concernés ignorent le droit de la coopération territoriale et ne contiennent d'ailleurs aucune indication quant à l'insertion des PTOM dans leur environnement régional. Quant aux décisions d'association, elles ne renvoient pas formellement aux dispositions de droit commun régissant la coopération territoriale européenne. Toutefois, elles n'ignorent pas, tant s'en faut, la nécessité d'ancrer les PTOM dans leur environnement régional en envisageant notamment leur participation au groupement européen de coopération territoriale. L'examen des dispositions de droit commun régissant la coopération territoriale européenne conduit au même constat. Si ces dispositions ne prévoient pas spécifiquement leur applicabilité au PTOM, elles fournissent aux régions ultrapériphériques les moyens de coopérer avec ces territoires. 2. La coopération territoriale relève du régime d'intégration différencié des RUP. De la combinaison des articles 52 TU et 355 paragraphe 1 TFUE, il résulte que les dispositions des traités sont applicables aux régions ultrapériphériques. Alors que l'article 52 TU pose l'applicabilité des traités à la République française dans toutes ses composantes, tout en renvoyant aux précisions issues de l'article 355 TFUE, ce dernier vient justement préciser que les dispositions des traités sont applicables aux régions ultrapériphériques, désormais nommément désignées, conformément à l'article 349 TFUE. Ce principe d'applicabilité des traités s'étend aux dispositions de droit dérivé prises pour leur application, la Cour ayant jugé depuis longtemps que la compétence d'adaptation du Conseil s'appliquait tant aux dispositions de droit primaire qu'aux actes de droit dérivé pris pour leur application, signifiant par là que le principe d'applicabilité du droit dérivé était acquis. Ainsi, les régions ultrapériphériques ont-elles vocation à bénéficier de l'ensemble des dispositions de droit primaire et de droit dérivé. Il en résulte qu'elles bénéficient, depuis longtemps, à l'instar des autres régions européennes, de la politique régionale et de l'ensemble des instruments accompagnant cette politique. En droit positif, leur sont applicables les dispositions nourrissant le titre 18 de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consacré à la cohésion économique, sociale et territoriale, et les différents règlements régissant le fonctionnement des instruments financiers de cette politique. On peut observer que, pour la période 2014 à 2020, les régions ultrapériphériques françaises ainsi que les Açores continuent d'être des régions prioritaires pour l'attribution des fonds au titre des régions dont le PIB est inférieur à 75% de la moyenne européenne, alors que les Canaries et Madère relèvent désormais respectivement des régions en transition et en développement. Bénéficiaires de la politique de cohésion, les régions ultrapériphériques entrent ainsi pleinement dans
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.